Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On l'a soupçonné d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19 et pourtant, on continue à le chasser pour ses écailles. Je parle du pangolin qui fait l'objet, tout comme l'ivoire, d'un trafic illégal en Afrique centrale et de l'Ouest. Pour en parler, je reçois Rachel McKenna, chargée de campagne de l'ONG Environmental Investigation Agency, qui, comme son nom l'indique, fait du renseignement sur les questions environnementales. Bonjour Rachel McKenna. Bonjour Ali. Un petit mot juste pour nous présenter votre ONG. Oui, tout à fait. Alors, The Environmental Investigation Agency est comme vous avez dit, une organisation non gouvernementale. On est basé à Londres et à Washington et on fait des recherches et on fait campagne contre les crimes environnementaux. Donc, on mène des enquêtes dans le terrain pour collecter des renseignements qui vont mener et mobiliser une réponse des autorités pour interrompre ce genre de crimes. Alors, votre dernier rapport porte donc sur les écailles de pangolin, mais également sur l'ivoire, des défenses essentiellement des éléphants. Pourquoi vous êtes-vous concentré sur ces deux éléments ? Alors, ces deux espèces sont en demande, en fait, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est, et en Chine notamment. Donc, ces deux produits-là sont convoités pour des raisons allant du statut à des raisons économiques, culturelles, mais aussi dit médicales. Donc, le pangolin est très convoité dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Et l'ivoire est convoité non pas pour des usages médicaux, mais pour démontrer une certaine culture et un certain statut économique, en Chine et en Vietnam notamment. On parle de quelle ampleur de ce genre de trafic ? Alors, étant donné la nature clandestine du trafic des espèces en voie de disparition, c'est quand même très difficile d'obtenir des chiffres exacts sur l'ampleur du trafic. Mais les données sur les saisies d'ivoire et des écailles de pangolin dans la région d'Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi au niveau international, nous donnent un petit aperçu. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Le Nigeria, par exemple, a été impliqué dans la saisie d'à peu près 30 tonnes d'ivoire et à peu près 167 tonnes de pangolin entre 2015 et 2020. Donc ça, c'est l'équivalent de à peu près 4500 éléphants morts et plus de 150 000 pangolins morts en 5 années. Et ça, c'est uniquement donc sur le Nigeria. Et on peut imaginer que c'est bien plus important sur l'ensemble que de la zone sur laquelle vous vous êtes concentré. Oui, tout à fait. Alors, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Nigeria, en fait, c'est le principal le point d'export, pardon, pour les produits menacés, comme les pangolins et l'ivoire. Mais la région de l'Afrique centrale et de l'Ouest est en fait l'épicentre du trafic. C'est-à-dire que les éléphants et les pangolins ne sont pas forcément braconnés au Nigeria même, mais sont exportés depuis le Nigeria, parce que le Nigeria est considéré par les trafiquants comme un sanctuaire pour mener les activités illégales, étant donné les hauts niveaux de corruption dans le pays. Qui sont les criminels, Rachel McKenna ? Qui sont les criminels? Alors, il s'agit en fait d'un réseau organisé. Le trafic illégal des espèces en voie de disparition, c'est un trafic organisé. Donc, le niveau d'implication des membres des réseaux, en fait, dépend de leurs activités et leur rôle dans ce réseau. Donc, par exemple, le chef du réseau va avoir un rôle plutôt plus intégral que, disons, le braconnier, qui lui est considéré comme un pion dispensable, vous voyez. Mais il existe aussi d'autres acteurs en dehors du réseau qui jouent un rôle secondaire. Donc, on parle là plutôt des acteurs dans l'industrie du transport ou même dans les banques au Nigeria ou dans d'autres pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest qui, par leurs activités corrompues dans leurs industries, sont considérés aussi comme des criminels qui facilitent les activités des réseaux transnationaux. Et évidemment, il y a des acteurs publics, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des hommes et des femmes politiques ou pas ? Oui, donc on a quand même des preuves à cet effet-là.
Mais on va plutôt se concentrer aussi sur les douaniers au niveau de l'exportation et de l'importation de ces produits à la fois au Nigeria, mais aussi en Asie de l'Est et du Sud-Est. Donc effectivement, la corruption facilite tous les crimes organisés. Donc dans ce cas-là, ça facilite le trafic d'ivoire et de pangolin, mais c'est pareil pour le trafic de drogue dans la région, aussi pour le trafic des êtres humains dans la région ou le trafic d'armes. Donc la corruption facilite la chaîne d'approvisionnement des produits illégaux, mais aussi agit comme obstacle aux enquêtes, aux arrestations et aux poursuites des criminels qui sont impliqués. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important, important d'améliorer la résilience des pays en fait envers la corruption. Alors, j'ai vu dans un article qu'un kilo d'écailles de pangolin était vendu au Congo $50 le kilo. Est-ce que c'est un trafic qui rapporte beaucoup depuis le trafiquant, le contrebandier de base, jusqu'aux plus hautes têtes qui dirigent ce trafic? Une très, très bonne question. Alors, le trafic des espèces en voie de disparition est un trafic très lucratif. C'est un des trafics organisés le plus lucratif au monde. Mais c'est vrai que ça dépend entièrement des rôles, comme je vous ai dit avant. Les acteurs qui intègrent ce réseau n'ont pas forcément les mêmes revenus. Donc, le chef du réseau va bien sûr obtenir beaucoup plus d'argent que le braconnier, qui lui va être payé très peu pour le travail d'aller tuer un éléphant ou un pangolin. Et pareillement, les acteurs au milieu de la chaîne d'approvisionnement qui vont faciliter l'exportation des produits aux ports maritimes ou aériens vont pas gagner autant que le chef de réseau qui va, lui, orchestrer tout le réseau et toutes les activités des acteurs. Rachel McKenna, est-ce que la pandémie de Covid-19 a freiné ces trafics illicites? Non, la réponse est non. Le trafic de l'ivoire et du pangolin a continué malgré la pandémie. Donc c'est important à noter en fait que oui, certes, il y a eu une baisse des saisies d'ivoire et d'écailles de pangolin à travers le monde, pas seulement en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais au niveau international. Mais cette baisse, il ne faut pas oublier qu'elle est due peut-être aussi au fait qu'il y a juste moins de personnel au point d'export et d'importation, genre les douanes, pour mener des enquêtes pour interrompre ce trafic et intercepter ce trafic. Donc la pandémie a peut-être compliqué les logistiques du trafic, mais le trafic a bien continué pendant tout le long de la pandémie et continue à ce jour aujourd'hui. Alors Rachel McKenna, votre rapport évidemment est rédigé en anglais. Il est sur le site de votre ONG et on voit des choses assez intéressantes. Vous pointez la responsabilité indirecte, va-t-on dire, des grands transporteurs mondiaux, donc transporteurs de conteneurs, mais également des compagnies aériennes qui ne sont pas suffisamment vigilantes dans les produits qu'elles permettent d'envoyer en Asie. Oui, c'est ça. Donc, dans le rapport, on mentionne, comme vous avez dit, effectivement, que les grandes lignes aériennes comme Emirates ou Ethiopian Airlines ou Turkish Airlines sont utilisées par les trafiquants. Ils nous ont admis à les utiliser lors de conversations avec nos enquêteurs pour exporter de grands volumes d'ivoire et de pangolin en Asie, surtout en Chine et au Vietnam, en passant aussi par exemple, le Dubaï ou la Malaisie. Mais une chose qu'il faut pas oublier, c'est que ces compagnies-là sont complicites, mais de façon indirecte. Donc certes, il y a toujours la corruption qui facilite la chaîne et qui travaille peut-être en collaboration avec les trafiquants directement. Mais en général, ce qu'on note, c'est que c'est pas surprenant que ces compagnies-là soient utilisées, du fait que c'est ces compagnies qui desservent les mêmes routes qu'emprunte ce trafic. Donc, il ne faut pas oublier que les trafiquants vont toujours chercher le moyen le plus pratique pour mener leurs activités illégales. Et vu qu'il y a déjà l'infrastructure de transport international en place, à exploiter. Oui. Mais enfin, dans votre rapport, hein, vous pointez le fait que ce trafic passe notamment pour du bœuf congelé. On le fait passer aussi pour des pièces automobiles, des noix de cajou, du gingembre. Donc, c'est quand même assez facilement détectable de la part de ces compagnies, quand même. C'est assez facile, mais aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la détection aussi se fait en partie par les douaniers, mais non pas les compagnies aériennes. Donc, c'est pour ça que the Environmental Investigation Agency
pousse vraiment à encourager la collaboration entre les compagnies aériennes, mais aussi les agences gouvernementaux aux ports maritimes et aux aéroports, pour travailler en collaboration, pour mener des enquêtes et pour intercepter et saisir les marchandises illégales. Rachel McKenna, vous avez des informations extrêmement détaillées et très précises qui ne sont pas évidemment dans votre rapport public. Qu'est-ce que vous en faites? Vous pointez des gens, vous connaissez leur identité. Qu'est-ce que vous faites de ces informations? Oui, effectivement. Donc, la plupart de notre travail se fait à huis clos, si on veut dire ça comme ça. Donc, on publie des rapports publics comme on l'a fait récemment, mais on collecte en fait beaucoup plus de renseignements, des informations nominales, donc c'est-à-dire les noms de trafiquants, leurs adresses, leurs numéros de téléphone, leurs méthodes opératoires. Donc, ce genre de détails en fait qui vont permettre finalement aux autorités d'intercepter ou d'effectuer des arrestations et éventuellement des poursuites. Donc, on va partager ces informations-là avec les autorités concernées, internationales, mais aussi nationales. Et on travaille toujours en collaboration avec nos partenaires. Et on a eu dans le passé des succès avec, par exemple, le gouvernement chinois. Donc, on a travaillé avec eux récemment pour... on a donné des détails sur les réseaux de trafiquants au Vietnam et en Chine. Et récemment, ça a conduit à des peines allant de 6 ans jusqu'à 15 ans de prison pour 3 trafiquants chinois basés sur nos données. Merci beaucoup, Rachel McKenna, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.